Alors, d'abord, on a évidemment, pour un tel sondage, on a évidemment voulu savoir, comme on l'a fait à la fin du mois de mai, on voulait savoir déjà quel était le point de vue des sondés sur le confinement. Donc, le confinement a-t-il jugé le jugement qu'il portait sur leur logement? Donc, à ce sujet, la majorité des Français répondent non à 67%. En revanche, 8% estiment que oui, et plutôt en mal, et 25% oui, mais plutôt en bien. En résumé, quel que soit l'âge, la situation socio-économique et la région, le bilan sur le logement est toujours plus positif que négatif. À noter quand même que les hommes ont plus réévalué leur opinion que les femmes. On peut imaginer qu'elles passent plus de temps au foyer et donc en connaissent bien les avantages et les limites. Jean-Philippe, je sais que vous vouliez intervenir au fur et à mesure, n'hésitez pas, mais peut-être que vous Oui, voulez réagir. juste un éclairage entre effectivement ce qui ressort du sondage et la réalité économique. Où aujourd'hui, alors nous, dans le monde du bâtiment, mais également dans le monde de l'aménagement, on s'aperçoit d'explosions de ventes. Alors, tout ce qui est, par exemple, canapé, lit, explose littéralement. Pendant le confinement aussi, alors les Français ont beaucoup craint, je dirais, un confinement en période de canicule. Et les ventes de climatiseurs ont explosé également, ce qui n'est pas bon pour l'environnement, mais en l'occurrence, ça a été ça. Donc c'est et nous, enfin sur la partie rénovation, adaptation, enfin aménagement du logement, aujourd'hui le monde du bâtiment a quasiment, je dirais, effacé la période du confinement. Donc c'est entre ce qu'ils déclarent en fait et puis ce qu'ils font effectivement, il y a un petit écart, hein, je dirais aujourd'hui. Donc une approche globale du logement qui, je pense, reste positive, mais chacun en a profité ou pour l'améliorer ou pour refaire des travaux qu'il ne faisait pas. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, si on entre dans le vif du sujet, une vision de la retraite idéale partagée par toutes les générations. Alors, il n'y a pas d'opposition entre les générations dans les réponses que nous avons obtenues et la vision de la retraite est vraiment plutôt positive, y compris pour les plus jeunes. Il faut dire que depuis une trentaine d'années, la société fait l'expérience d'une retraite heureuse et souvent en bonne santé. Hein. Les jeunes en ont la preuve en observant leurs parents ou leurs grands-parents. La retraite est souvent perçue comme un oasis face au parcours professionnel, souvent semé d'embûches. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est que le désir d'indépendance n'est pas l'apanage de la jeunesse. Les personnes les plus âgées aussi vraiment tiennent de manière très très forte à leur indépendance et l'attachement au terroir n'est pas non plus l'apanage des aînés, pardon. C'est bon, Marie. Bon, alors pour la retraite, on préfère rester là où on a tissé des liens. Ça, c'est vraiment une donnée qu'on a. C'est vraiment compliqué de faire les deux en même temps. Bon, j'avance. Pour la retraite, on préfère rester là où on a tissé des liens. Et vraiment, un enseignement majeur de cette enquête, c'est la région idéale pour la retraite, c'est là où l'on vit. Près d'un Français sur deux indique vouloir rester là où il se trouve, car il y est bien. Attention, cette proportion cache quand même de fortes disparités, hein, puisque cet argument domine largement chez les seniors, mais ne concerne qu'un tiers des moins de 35 ans. Alors, on souhaite rester là où on vit, et encore plus, si ce coin de la France est près de la mer et loin de la capitale. Autrement dit, c'est vraiment j'y suis, j'y reste, sauf en région parisienne. Mais au-delà de ces informations, je trouve que cette info confirme que le grand mythe du retour dans la région natale ou d'origine semble vraiment avoir du plomb dans l'aile, puisque moins d'une personne sur 10 déclare souhaiter retourner dans sa région d'origine. Alors, si on veut être un petit peu dans le local, en France, deux types de régions suscitent le plus d'intérêt dans la perspective d'un départ à la retraite. Alors, les deux régions les plus peuplées, que sont Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France, sont citées par seulement finalement un Français sur 10. Les régions littorales sont également parmi les plus évoquées. Provence, Alpes-Côte d'Azur, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine et la Bretagne. Mais vraiment, il faut garder en tête qu'en fait, aucune région ne se démarque franchement des autres.
La région parisienne fait vraiment aussi figure d'exception puisqu'elle ne conserverait que 56% de ses habitants une fois ceux-ci à la retraite. Finalement, se révèle peu attractive pour les résidents des autres régions. Alors, on en parlait l'autre jour avec Jean-Philippe en amont de ce Zoom. On se disait que vraiment, il y avait là un enjeu d'équipement dans ces régions pour les pouvoirs publics, à la fois en termes de médecins, d'hôpitaux, de services à domicile, de logements adaptés, etc., pour accueillir ce possible afflux de retraités. Oui, tout à fait. Alors en fait, j'aime bien quand on parle des grandes transitions, ça on l'avait fait avec Serge dans le cas de l'INSEC. Bon, on parle beaucoup de transition énergétique, de transition démographique, et j'aime à parler moi aussi de transition géographique. Effectivement, les territoires ne sont pas au même niveau d'équipement. Par exemple, on en échangeait avec Janine Dubier par rapport à ces circonscriptions sur, par exemple, la couverture numérique. Et on sait à quel point, je dirais, c'est un ensemble de choses. Avec le numérique, on l'a bien vu pour le lien social, c'est très important. Donc moi, ce qui m'interroge dans ces mouvements de population, alors oui, effectivement, et on le voit beaucoup en ce moment, il y a des territoires qui font de la publicité. J'entendais hier un reportage sur Sens pour attirer justement, alors plutôt des jeunes populations ou des quadras à venir réinvestir des territoires en dehors des grandes métropoles, comment dire, d'accompagner les acteurs de territoire pour voir ça à l'aune, effectivement, de la transition démographique et du poids de seniors qu'ils auront demain. Très important. Alors, effectivement, ça peut être un complément de services médicaux, un complément de meilleure couverture numérique, complément d'adaptation de logement. Mais je ne pense pas que tous les acteurs de territoire, et j'en fréquente beaucoup tous les jours, soient au fait, effectivement, de ces potentielles migrations en cours et qui fait que demain, on pourra avoir de gros déséquilibres sur des territoires ou des territoires aujourd'hui avec pas mal, on va dire, de déserts médicaux et ainsi de suite, mais qui malheureusement, un flux, je dirais, de population senior pourrait aggraver. Je prends l'exemple de la Corse souvent, en dehors du fait que c'est mon territoire de cœur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent aller y habiter. Ils ont déjà un poids de vieux assez énorme et une situation, je dirais, médico-sociale pas forcément évidente pour accueillir, je dirais, un afflux de seniors. Donc, comment on peut accompagner ces territoires-là, je dirais, dans une vision court-moyen terme? Bien. Alors, en France, plutôt qu'à l'étranger, la retraite, on pourrait croire en regardant les informations à la télé que les Français se précipitent tous au Portugal ou en Espagne, voire en Thaïlande, pour passer leur retraite et puis bénéficier d'un certain nombre d'avantages fiscaux également. C'est vraiment un prisme déformé, puisque 89% des sondés souhaiteraient passer leur retraite en France. Et cette tendance se renforce avec l'âge. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, ça veut dire aussi qu'il fait bon vivre en France. Alors, pour revenir au confinement, on peut aussi imaginer que durant cette période, les sondés ont vraiment pris la mesure aussi de l'efficacité des mécanismes de solidarité et des services sociaux. Quoi qu'on dise, il y a quand même du bon, il y a quand même du bon chez nous. Tout à fait. Alors, s'expatrier, pour ceux qui souhaiteraient s'expatrier, donc ce serait plutôt en Europe du Sud. Donc, je rappelle, seulement 11%. Et en général, ces gens-là sont plutôt des habitants de l'agglomération parisienne, des cadres et des professions libérales. Il paraît évident que l'habitude de voyager, le pouvoir d'achat ou la maîtrise de l'anglais rendent évidemment une expatriation plus facilement envisageable. Les Français qui souhaitent passer leur retraite à l'étranger se projettent donc majoritairement en Europe du Sud, le Portugal, suivi de près par l'Espagne. Alors, ça s'explique sans doute par différentes raisons. La proximité avec la France, le climat agréable, le coût de la vie accessible ou encore, bien sûr, l'existence de liens familiaux. Et puis, en dehors de l'Europe, le Canada, les États-Unis ou encore le Maroc sont les pays les plus cités. Si je peux me permettre, Marie, également une raison qui n'est pas des moindres, et notamment pour les populations donc on va dire de cadres et de professions libérales, des raisons fiscales également, ce qui attire beaucoup les gens, notamment au Portugal et en Espagne. Donc, comment mieux profiter de sa retraite, quelle qu'elle soit. Donc, c'est plutôt des classes moyennes supérieures et supérieures, je dirais, pour voilà. Alors, malgré ce qu'on a dit, la protection sociale qui est exceptionnelle en France, mais moins en donner à l'État. Voilà. Tout à fait.
Alors, à la question « Avec qui souhaitez-vous passer votre retraite ?» 3 Français sur 4 répondent « En couple ». Euh, alors, là aussi, on a un prisme assez déformé. On pense que voilà, la coloc intergénérationnelle, les colocs, enfin, entre amis, dont on parle beaucoup, séduisent beaucoup de monde. Et en fait, pas tant que ça. Hein. Seul 2% se voient en colocation des amis et 2% en colocation intergénérationnelle. Vraiment, la famille reste encore le modèle, mais tout en protégeant son indépendance. Ça, c'est primordial. Près de la moitié des Français, d'ailleurs, souhaitent vivre près de ses enfants, mais dans son propre logement. Seuls 4% souhaitent vivre chez ses enfants. Pour vous résumer un petit peu le tableau, il y a 4 scénarios de retraite qui font rêver les Français. Donc, c'est chez soi, mais proche de ses enfants, donc, mais aussi au bord de la mer, à la campagne et en voyage. Il y a aussi des gens qui se voient en voyage très fréquemment. Et alors, ces résultats cachent évidemment des disparités. Hein. L'attachement familial augmente avec l'âge. Hein. Plus on vieillit, plus on souhaite se rapprocher de ses enfants. Et à l'inverse, les gens qui travaillent, j'aime pas dire les actifs parce qu'on sait combien les retraités sont actifs. Donc les gens qui travaillent sont plus attirés par une retraite placée sous le signe du voyage. Et la proportion de personnes qui désirent voyager très fréquemment chute vraiment très fortement après 65 ans. Les retraites en bord de mer et à la campagne enregistrent des résultats assez stables parmi les différentes classes d'âge. Là, je suis passée un petit peu. Alors, vous vouliez réagir, Jean-Philippe, après Non, juste sur celui d'avant. Pardon? Juste sur le slide Oui, d'avant, je crois que tu en as sauté un. Enfin, vous en avez sauté un. celui-là? Vivre à deux, voilà, celui-là. Ouais. Effectivement, on échangeait l'autre jour, mais bon, la famille reste la référence. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment la famille ou les amis, puisqu'aujourd'hui, on a des données, hein, notamment par les associations d'aidants, où en moyenne en France, entre les parents et les aidants familiaux, il y a à peu près 250 km aujourd'hui d'écart liés pour des raisons principalement d'activité professionnelle des enfants, d'expatriation, enfin dans le reste du territoire. Donc là, c'est plus le sociologue que j'interroge sur l'éclatement finalement de la cellule familiale. Et est-ce que la notion de se rapprocher des enfants, tout le monde a la même d'un point de vue distance, hein. Je prends mon cas personnel, mes parents sont rapprochés de moi, ils sont quand même à 220 km. Bon, avant, ils étaient à 800, mais ça simplifiera pas la vie de demain. Donc voilà, donc des choses à effectivement interroger par rapport à qu'est-ce qu'on peut mettre en place effectivement par rapport à cette réalité, parce que c'est une réalité. Ces chiffres sont une moyenne qui assez stable de 250 km entre des aidants familiaux et leurs parents. Donc voilà. Donc je pense que c'est plus des raisons de rester dans un environnement où on a tissé des liens, des habitudes de vie et ainsi de suite. Pas sûr que ça soit vraiment se rapprocher des enfants. L'indépendance, oui, ça je suis entièrement d'accord. D'autant qu'on sait bien, j'en parlais tout à l'heure, c'est que les parcours professionnels sont variables, les enfants peuvent aussi changer de lieu de travail, et donc se rapprocher vraiment trop près des enfants peut être déceptif quelques mois, voire quelques années plus tard, hein, quand les mutations arrivent. Donc effectivement, ce ne Ouais. sera pas toujours Et une déstabilisant. Ouais, bonne chose. entièrement d'accord. Alors, on va parler du mode d'habitat. Le mode d'habitat souhaité évolue donc logiquement dans le même sens. Hein. Une grande majorité des personnes interrogées souhaitent passer leur retraite dans une maison avec un jardin. C'est vraiment, alors on en parlait tout à l'heure, le domicile, c'est important. 80% des sondés abondent dans ce sens. Alors 15% déclarent au contraire vouloir un appartement. On peut imaginer que le jardiner, plus on prend de l'âge, ça devient quand même compliqué. Et avec la réduction de la mobilité liée à l'âge aussi, on assiste logiquement à une plus large proportion des retraités souhaitant un appartement et les résidences-services convainquent moins d'un Français sur 10, à l'exception éventuellement des personnes de plus de 75 ans. Donc,
Voilà, là je parle de résidence-service, je ne parle pas d'EHPAD parce qu'en parallèle, les EHPAD vraiment ne tentent personne. Alors, c'est vrai que la période que nous avons vécue n'y encourageait pas non plus. Alors là, c'est vrai, comme le disait Marianne Monchamp tout à l'heure, hein, le service à domicile, c'est vraiment la plaque tournante et c'est vrai qu'il faut vraiment partir de la volonté des gens et c'est un enjeu central pour une politique publique du grand âge que de permettre d'adapter les domiciles pour faire face à la perte de. Et je pense qu'il y a un vrai sujet là de prévention. Mm. Je pense que dans la tête des Français, bon, effectivement, il y a cette volonté profondément ancrée de rester chez soi, hein, dans son environnement, et puis d'avoir ce regard binaire domicile EHPAD. Je pense qu'aussi il y a une question de méconnaissance en fait des solutions alternatives. On parlait d'intergénérationnel, de cogénérationnel. Ça me fait penser au rapport Wolfram-Pifto qui a été remis récemment, où effectivement, bon voilà, ça séduirait effectivement les pouvoirs publics de dire qu'il faudrait pousser ce genre d'habitat. Mais l'idée, c'est comment on le fait mieux connaître, comment on fait mieux connaître tout un tas de ce qu'on appelle le parcours de vie finalement, les limites hein, je dirais, de vivre chez soi ou quoi mettre en œuvre le plus tôt possible pour y vivre le plus longtemps et en meilleure santé. Également dans le parcours de vie, un sujet, mais je sais que certains groupes d'EHPAD le font déjà, c'est d'envisager certains EHPAD comme des plateformes de services partagés. Hein, donc, alors pas l'EHPAD à domicile au sens où on l'entend, mais voilà, c'est une gradation de services qu'on pourrait partager en restant chez soi, avec un lieu équipé par exemple en télésanté et ainsi de suite, qui permettent, je dirais, d'accompagner cette volonté de rester chez soi, évidemment avec des services à domicile et ainsi de suite. Hein. En tout cas, c'est vrai que se projeter dans sa vie âgée et d'éventuelles limitations physiques n'a vraiment rien d'évident. Adapter son logement permet de repousser l'éventuelle entrée en institution en cas de perte d'autonomie. Or, chaque classe d'âge semble, selon un mécanisme psychologique assez classique, repousser l'âge de l'aménagement du logement pour pallier le déficit de mobilité. Les moins de 35 ans fixent à plus de 58 ans et les 65-74 ans à près de 77 ans. Donc, les seniors n'ont vraiment pas envie d'anticiper la situation et le projet est toujours repoussé, c'est toujours plus tard. Évidemment, la prise de conscience des conséquences de la longévité est indispensable hein, pour accompagner le grand âge et cette question constitue aussi un véritable enjeu sur lequel les pouvoirs publics vont devoir se pencher pour accompagner le grand âge, c'est certain. Donc effectivement, il y a une forme, et ça vient valider effectivement des chiffres qu'on essaie plus intuitivement. Je citais le cas d'une ergothérapeute qui a fait une étude sur 1200 cas hein, de personnes âgées et qui arrivaient à un âge moyen de 79,6 ans de travaux hein, réellement constatés au-delà de 75 ans. Bon, ben voilà, ça comment dire, ça signe un petit peu de déni de seniorité qu'on peut avoir à un moment donné pour remettre au lendemain d'agir dans l'urgence. Pour avoir accompagné pas mal d'adaptations de logement, c'est vrai qu'on intervient toujours a posteriori. Je citais l'Allemagne, hein, qui effectivement, tout à l'heure, essaie d'accompagner psychologiquement les gens à anticiper les travaux en offrant, en bornant dans le temps des aides hein, entre 60, je crois, et 75 ans pour forcer ou accompagner psychologiquement les gens à anticiper, enlever les baignoires, mettre les douches. Et c'est vrai que de ce côté-là, on est encore trop en retard en France. On parlait tout à l'heure du plan de relance et je faisais une allusion tout à l'heure au propos de Marianne et de Audrey Dufeu. Voilà, aujourd'hui, le plan de relance, le ministère du Logement est complètement étanche à ces questions et on a un vrai sujet. Alors évidemment, les questions de transition énergétique, il n'y a pas de débat, c'est capital pour la planète, mais au regard de notre propre population âgée, il faudrait vraiment qu'aujourd'hui, on ait une vision beaucoup plus transversale et qu'au moins on ait une prise de conscience politique de cet enjeu structurel demain, à la fois sur l'adaptation du logement des Français, mais également l'accompagnement des territoires, sur l'adaptation des territoires, j'inclus le numérique, parce qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas s'en passer demain, et aujourd'hui, là également, on est assez en retard.